Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Télé Sud. Ça fait un mois pile que les blindés russes ont enfoncé les frontières ukrainiennes, ramenant la guerre sur le continent européen, une guerre à l'ancienne, une guerre de haute intensité avec des millions de réfugiés jetés sur les routes, avec des villes assiégées, des bombardements intenses, tout un pays passé au laminoir, et un drame au sommet qui prend le monde à témoin, avec d'un côté Volodymyr Zelensky qui appelle au secours, et le président Poutine, lui, qui met en garde ceux qui veulent le mettre en quarantaine. Le monde, il y a un mois, est entré dans une nouvelle ère. Personne ne sait précisément où l'on va, comment les choses vont tourner et se terminer. Une certitude déjà, comme dans toutes les guerres, ceux qui payent les premiers, ceux qui payent comptant, ceux qui payent le prix fort, ce sont les plus petits, les plus pauvres, les plus fragiles. L'Afrique qui s'est largement abstenue de voter à l'ONU la motion condamnant l'agression russe, eh bien, l'Afrique se retrouve, comme si elle n'était pas concernée par le conflit, se retrouve la première finalement à en subir les conséquences avec la hausse du prix des céréales, des engrais, de l'huile dont elle a besoin. Les prix ne cessent de grimper et le risque de pénurie alimentaire aussi, avec ses conséquences, les drames sociaux et éventuellement les émeutes de la faim qu'on avait vues il y a une quinzaine d'années déjà sur le continent. Bonjour Galia Kerman. Bonjour. Alors vous êtes historienne, traductrice, écrivain, journaliste, activiste, vous êtes aussi la rédactrice en chef du Desk Russie. De Desk Russie, c'est à la fois la newsletter à laquelle il faut s'abonner ces temps-ci, et c'est gratuit, et puis en même temps des émissions vidéo, et en même temps un forum. Votre vie, c'est la Russie, même si vous vivez à Paris, la Russie dont vous êtes originaire. Vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages qui font référence. Vous participez au débat d'idées. Vous n'avez pas jamais cessé de ferrailler. Il suffit d'ailleurs de lire les titres de vos livres pour voir à quel point vous avez toujours été engagé, que ce soit aux origines du goulag, les héritiers du KGB, les innocents seront coupables. Très beau titre, ça. Le satrape de Biélorussie, une femme dans le goulag de Poutine. Bon, vous avez même une collection qui s'appelait... vous avez dirigé une collection qui s'appelait Mouton Noir. Oui, consacrée aux dissidents de différents pays, au combat de dissidents. Donc vous avez toujours combattu contre le despotisme. Et en fait, cette guerre vous apporte quelque part la confirmation amère que vous aviez raison contre tous les autres. Toutes ces années où vous avez sonné le tocsin, eh bien, l'Occident aurait dû se préparer, se méfier, se préparer à l'épreuve de force avec Moscou. Vous savez, parmi les ouvrages que vous avez cités, il n'y a pas mon dernier livre paru qui s'appelle qui s'appelle Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, où tout ce que je montre pointe vers cette guerre qui est livrée aujourd'hui à l'Ukraine. Alors, le Régiment immortel, je ne l'ai pas cité, c'est vrai, c'est inoubliable, c'est révélateur, parce que le Régiment immortel, il répond à une question que tout le monde s'est posée en voyant les raisons qui étaient invoquées par la Russie pour faire la guerre, c'est-à-dire cette obsession qu'il faille, pour les Russes d'aujourd'hui, combattre encore et toujours les nazis. Mais vous savez, les nazis, c'est un terme que les Russes et avant eux les Soviétiques utilisent pour désigner pratiquement leurs ennemis. Au moment où Staline avait un conflit avec Tito, le maréchal Tito, dans la presse soviétique, il était traité de fasciste. D'ailleurs, à l'époque, on n'utilisait pas tellement le terme nazi, tout simplement parce que nazi, c'est l'abréviation de national-socialiste. Il y a le mot socialiste dedans. Donc, les Russes préféraient appeler même le régime hitlérien régime fasciste, ce qu'il a été, bien sûr, aussi. Oui. Donc c'était le front antifasciste, c'était la façon de rassembler
derrière un leader unique, tous ceux qui auraient pu contester l'autorité du Kremlin. Oui, vous savez, il faut quand même comprendre une chose, c'est que la Russie est un État qui est complètement tourné vers l'arrière, vers le passé. Vers le passé. Et dans ce passé, le pivot de l'identité qu'essaie de construire le régime de Poutine, la plus grande référence, c'est la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, dans l'interprétation russe d'aujourd'hui, c'est tout simple. Il y a eu les mauvais nazis incarnant le plus grand mal du XXe siècle, qui ont été vaincus par les bons soviétiques, qui, par conséquent, incarnent le plus grand bien de l'humanité, on peut dire. Et à ce jour, on utilise non seulement par rapport au passé, mais aussi au présent. Pendant que cette guerre contre l'Ukraine est menée, les propagandistes du régime parlent du peuple russe, éternel, victorieux, bon et juste. Et martyr. Et martyr, exactement. Et donc toute cette rhétorique de se battre contre les nazis, vous savez, par exemple, en 1967, quand il y a eu la guerre de 6 jours, menée par Israël et les pays arabes, il y avait des caricatures dans la presse soviétique qui traitaient les Israéliens de nazis. Vous voyez, oui. Parce que les nazis... Mais oui, mais c'est drôle parce que Volodymyr Zelensky lui-même est le seul président juif au monde, en dehors du président d'Israël, et on le traite de nazi. Et on le traite de nazi. En fait, les nazis, si vous réfléchissez, si vous lisez différents textes russes et entendez surtout ce qu'ils disent à la télévision, en fait, les nazis sont des nationalistes, et même pas, vous savez, le terme de nationaliste, il est très vague. Oui, nationaliste, populiste, comme ça, c'est des mots fourre-tout. Mais là, en fait, il s'agit, comme Vladimir Poutine ne reconnaît pas l'existence même du peuple ukrainien. Du peuple ukrainien ou de l'État-nation ukrainienne? Des deux. Parce que c'est le même peuple avec la Russie, non? Il dit que c'est le même peuple avec la Russie. Ce n'est pas vrai? Non, bien sûr que ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est très simple. En effet, la Russe de Kiev, qui est le moment fondateur en quelque sorte pour le monde slave oriental, c'est donc une principauté, grande principauté, parfois qui s'élargissait, puis comme toujours à l'époque féodale, perdait des possessions. Il y avait des princes qui se joignaient, ensuite les princes qui la quittaient. Mais donc cette grande principauté, d'ailleurs gouvernée par une dynastie scandinave, oui. A procédé au baptême. Le prince Volodymyr, comme Zelensky, comme Poutine, oui. Il a baptisé son peuple au IXe siècle. Oui. Et donc c'est comme le baptême de Clovis, en fait. C'est à ce moment-là qu'il y a eu... Voilà, mais à ce moment-là, c'était une sorte de large continuité territoriale de différentes tribus slaves. Oui. Ces tribus slaves parlaient probablement des langues un peu rapprochées, mais il est impossible de prouver que ceux de Kiev et ceux de la très lointaine Moscovie, qui d'ailleurs n'existait même pas, oui. Que c'est exactement le même peuple. Du fait que leurs langues appartiennent à la même source, c'est comme dire qu'aujourd'hui les Français et les Espagnols sont le même peuple. C'est pas vrai, voilà. Oui, sauf qu'il y a les Pyrénées, et puis que la latinité, que pendant 1000 ans, il y a 1000 ans d'histoire qui nous séparent des Espagnols, les Français. Mais bien sûr, mais il y a aussi à peu près... Alors là, il y a 250 ans de commun entre l'Ukraine et la Russie, de commun parce que les Ukrainiens ont été sous domination russe. Mais, explique. Bon, c'est pas une querelle d'historien, mais un peu quand même. Ce qu'on voit depuis un mois... et peut-être depuis plus longtemps, depuis 90, c'est quand même qu'il y a une sorte d'identité ukrainienne qui s'affirme et que le conflit lui-même est en train
galvaniser un sentiment d'appartenance nationale. On voit des exemples, il y a toutes sortes de héros qui arrivent sur l'antenne, sur les écrans, et les reporters qui sont sur place nous racontent. Le sentiment d'appartenance est très fort, là, en ce moment. Hein. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que il y avait un autre mythe avancé par la Russie, c'est que les russophones souffraient en Ukraine, que leur langue a été opprimée et que, vrai. bien sûr, ils allaient cueillir les... À bras ouverts, ils allaient accueillir les blindés. Et bien, cela ne s'est pas produit parce que la différence de langue n'est pas l'enjeu important pour les Ukrainiens eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que le russe avait été réellement relégué comme n'était plus une langue officielle, en fait, après la Révolution? Écoutez, vous savez, vous pouvez poser la même question pour la France, par exemple. Pourquoi le breton n'est pas une langue officielle? Parce que c'est une langue régionale. Et pour construire un pays qui a été très longtemps occupé, on peut dire, ou faisait partie de l'Empire russe et après par l'Empire soviétique qui s'appelait l'URSS, il faut aussi affirmer la langue. Vous savez que aussi bien les tsars que les soviétiques, le régime soviétique, a combattu l'usage de la langue ukrainienne. Ils ont fait même quelque chose de très pernicieux. Et, il y avait l'Académie des sciences qui, comme chez nous, codifiait la langue ukrainienne. Et donc, il y a maintenant un terme qu'on utilise en Ukraine, des mots réprimés. Réprimés parce que l'Ukraine a été particulièrement victime de la répression stalinienne? Il y avait la répression, c'était l'Holodomor, la mort par la famine organisée par Staline, 4 millions de morts. Ensuite, il y a eu des purges dans toute l'Union soviétique, dont bien sûr aussi des milliers, peut-être des dizaines, des centaines de milliers ont été victimes, notamment toute l'intelligentsia nationale a été décimée. On parle d'une génération fusillée. Et le plus pernicieux, en quelque sorte, c'était qu'on a réformé la langue ukrainienne en rapprochant du russe. Quand il y avait des mots qui étaient plutôt d'origine polonaise, on les remplaçait par les mots russes pour rendre la langue plus intelligible. On a simplifié la grammaire, on l'a rapproché du russe également. On a créé une sorte de langue artificielle et il a pris à l'Ukraine plusieurs dizaines d'années, maintenant 30 ans depuis son indépendance, pour rétablir la langue. Et je vous donne juste un petit exemple. En 1992, quand je suis arrivée en Ukraine la première fois, période post-soviétique, je comprenais ce que les gens disaient, soi-disant en ukrainien. Oui. Mais 30 ans plus tard, quand les gens parlent, je ne les comprends pas. Parce que vous avez appris le français et que vous parlez comme une Française native. Non, mais vous savez bien que je suis d'origine russe, c'est ma langue maternelle. Oui. Si je dis que je comprends ou que je ne comprends pas, c'est comme le russe, le reste. Je plaisante, mais je sais que vous êtes une traductrice et que vous avez une haute conscience de ce que c'est que la souveraineté, qu'est-ce que ça implique, l'usage d'une langue, et la transformation, l'acculturation, quand on parle du pidging, hein, des langues importées. Bon, qu'est-ce qui, en fait, ça fait juste un mois que le carnage a commencé, que la destruction de l'Ukraine est en cours. Qu'est-ce qui vous a surpris ? Ce qui m'a surpris, c'est quand même l'intensité de cette attaque. Moi, je m'attendais depuis un an, parce que les troupes ont déjà été concentrées à la frontière ukrainienne il y a un an. Il ne se passait rien. Et donc, je m'attendais à ce que, tôt ou tard, il y ait une invasion. Mais mon scénario a été différent. Je pensais qu'ils allaient occuper davantage du territoire du Donbass et qu'ils allaient occuper la côte de la mer Noire pour rendre l'Ukraine un pays sans accès à la mer, un pays c'est un peu ce qui se passe, quand totalement même. Terrestre.
Ce que je n'ai pas prévu, et ça c'est quand même le discours de Vladimir Poutine, a montré que c'est exactement ça l'intention. Ensuite, ça a été répété par toutes sortes de propagandistes de ce régime publiquement. Ils veulent la destruction totale de l'État ukrainien. Quand on dit que cet État n'a pas droit à l'existence, qu'il n'est pas légitime, qu'il est une création artificielle, et qu'il faut aller jusqu'à Lviv pour que jamais l'Ukraine ne leur pose de problème. L'attaque sur Kiev, par exemple, je l'ai prévue seulement 3 jours avant l'attaque, quand j'ai entendu écouter ce discours de Poutine. On a vu ces derniers jours que les Russes, justement, qui ne se sont pas engagés au sol à Kiev, ont installé des batteries d'artillerie, qu'ils ont placé des champs de mines, qu'ils ont fortifié leurs installations, qu'ils ont creusé des tranchées, que le génie a été à l'œuvre. Et on voit bien que c'est fait pour durer, que la guerre va durer. Et donc, la guerre, ils la feront avec de l'artillerie à 25 km et d'une manière assez indistincte, même si c'est la capitale. Vous pensez que Vladimir Poutine et les généraux qui l'entourent peuvent aller jusqu'à traiter la capitale Kiev comme ils traitent le port de Mariupol? J'espère que non, parce que si Poutine veut vraiment installer un pouvoir pro-russe en Ukraine, il lui faut quand même une image d'une ville paisible où les gens vont à leurs occupations, les voitures roulent, et il y a l'électricité, le chauffage, etc. Et une ville détruite, ça ne fait pas l'image. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas le faire. Mais en même temps, il y a un acharnement, parce que le régime comptait que les Ukrainiens allaient se rendre en 2 jours. Ils résistent depuis 1 mois. Il y a des villes martyrs, comme vous dites. S'ils continuent à résister, eh bien, vous savez, je crois que c'est Maxime Gorky, le grand écrivain prolétaire russe, qui a dit que si l'ennemi ne se rend pas, on l'extermine. Je pense que c'est cette maxime-là qui va être appliquée. Alors, il y a 3 guerres en même temps dans ce conflit. Il y a une guerre militaire, une guerre d'attrition, une guerre de haute intensité très traditionnelle, une guerre à l'ancienne, hein, pas de cyberguerre avec des armes parfois nouvelles comme les missiles hypersoniques, mais c'est une guerre à l'ancienne. Il y a une guerre économique, celle que font les pays occidentaux qui veulent faire lâcher prise à la Russie et qui ont pris des sanctions pour une fois tout à fait draconiennes, hein, qui auront des conséquences, notamment en provoquant des troubles en Afrique et dans le monde arabe. Et puis il y a cette guerre de la communication. Et alors là, c'est extraordinaire parce que vous avez l'apparition de Volodymyr Zelensky, un homme politique dont personne ne faisait grand cas parce que c'est un acteur. Mais sauf que quand il y a la guerre, être un acteur, c'est formidable. Il est incroyable, cet homme-là. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, c'est le cas où le président incarne le personnage de sa propre série, qui d'ailleurs, je crois, est toujours regardable sur la chaîne Arte Replay, Le serviteur du peuple. Et donc, il a fusionné avec ce rôle et il est devenu un grand homme d'État. Voilà, alors c'est un héros romantique, il parle devant tous les parlements du monde entier, on l'a vu au Congrès américain, à la Chambre des communes, au Parlement européen, au Bundestag, au Parlement français, au Parlement italien, partout. Bon. Partout. Mais pas encore à l'Assemblée générale des Nations unies, mais ça va venir. Ce sera le clou du spectacle, le clou de la tournée. Mais en même temps, on se dit, il est prêt à se faire tuer, il est prêt à se battre contre la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Il ne les protège pas. C'est une grande question. Je pense que la détermination de la Russie d'en finir avec l'Ukraine fait que s'ils se rendent maintenant, ils se retrouveront sous le protectorat russe avec des bases militaires russes installées en Ukraine, avec un gouvernement pro-russe et toutes les aspirations de ce peuple à l'indépendance, à la voie européenne, etc., seront terminées assez durablement. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une troisième voie, une neutralisation possible
qui laisserait l'Ukraine regarder vers l'ouest, mais qui, sur le plan militaire, ne représenterait plus aucun danger, aucune menace potentielle pour la Russie. Mais est-ce que l'Ukraine a représenté vraiment une menace même avant cette guerre? Mais l'Ukraine dans l'OTAN rapproche quand même l'OTAN. Mais qui a pris l'Ukraine dans l'OTAN? Est-ce que c'était réaliste? Il le voulait. La Géorgie aussi l'a voulu. D'ailleurs, personnellement, je persiste à penser que en 2008, quand il y avait le sommet de l'OTAN à Budapest, et qu'on a examiné les candidatures de la Géorgie et de l'Ukraine en tant que candidat à l'adhésion, ça s'appelle le statut MAP, et ils n'ont pas été reçus parce que la vieille Europe n'a pas voulu de ces pays. L'Allemagne et la France ont mis leur veto. Exactement. Mais c'était raisonnable. C'était probablement raisonnable, toujours est-il que quelques mois, à peine 4 mois plus tard, il y a eu l'invasion de la Géorgie. Et 6 ans plus tard, il y avait l'invasion russe avec annexion de Crimée et création de ces républiques. À votre avis, l'OTAN n'a pas été assez offensive? Oui, je pense. Je pense que si... Il fallait marcher sur le ventre des Russes tant que la Russie était faible. Tant que la Russie était faible, tant qu'elle n'a pas fait la réforme de son armée, tant qu'il n'avait pas encore tous ces armements que vous mentionnez, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ce n'est pas seulement des fusées supersoniques. Alors, je reviens à Volodymyr Zelensky. Il est magnifique, tout le monde l'écoute baba parce qu'il improvise des discours magnifiques, il donne vraiment l'impression d'être au contact de son peuple. Mais je vous repose la question, est-ce qu'il a conscience de ce que fait un canon, à quel point la guerre, c'est dur, ça dure longtemps, c'est cruel, ça tue les enfants, et ça ruine un pays pour des générations. Oui, mais en même temps, vous savez, la Russie qui a pris comme modèle la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la guerre qui a été menée par l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique entre 1941 et 1945. Qui a fait combien de morts? 27 millions. 27 millions de Russes sont morts sous les coups des nazis, l'armée allemande. Oui, et eux aussi, ils auraient pu dire, mais allez, qu'ils s'installent parce qu'on va épargner beaucoup de vies. Ils ne se sont pas rendus parce que c'est la guerre qui défend. Ils ont défendu leur territoire, leur maison, Vous pensez que les etc. Ukrainiens... Et maintenant, la grande guerre patriotique, c'est du côté ukrainien. Du côté de Russie, c'est une guerre d'invasion et d'agression. Du côté de l'Ukraine, c'est une guerre, on peut dire, juste et... Oui, les guerres justes ne restent jamais très longtemps, hein, en général. Mais ils sont une guerre défensive, ils se défendent. Ils se défendent, ils défendent leur maison. Et ils sont légitimes à se battre. Bien sûr. D'accord. Et toute l'Europe est derrière eux. Et toute l'Europe est derrière eux. Et j'espère même, vous voyez que je suis peut-être un peu faucon, mais je pense qu'on finira, peut-être, j'espère que ce ne sera pas trop tard, même par accepter la demande de l'Ukraine d'instaurer la no-fly zone au-dessus du ciel ukrainien. Ce serait la Troisième Guerre mondiale à laquelle vous aspirez, là, non, écoutez, je n'espère pas. Vous savez, moi aussi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai suffisamment étudié l'histoire pour savoir qu'est-ce que c'est une guerre. Nous avons vu les bombes à Hiroshima et Nagasaki, alors que c'était des petites bombes. Maintenant, n'importe quelle charge tactique est beaucoup plus forte. Vous avez conscience quand même que si l'OTAN, les appareils de l'OTAN affrontent les appareils russes au-dessus de l'Ukraine, et donc décrètent une no-fly zone et cherchent à repousser l'aviation russe, on rentrera directement en guerre. Oui, ce qui n'est jamais arrivé. Mais ce que je veux dire, ça sonne peut-être comme quelque chose de totalement affreux, que nous le voulions ou non, nous sommes déjà en guerre. Quand on soutient les Ukrainiens militairement,
savez, les États-Unis, une grande partie de la guerre, n'ont fait rien d'autre que offrir des équipements, des armes et même de la nourriture à l'armée soviétique. Ça s'appelait Lend-Lease. Mais ils étaient en guerre avec l'Allemagne. Voyez. Donc, même l'aide à l'Ukraine... Galia, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pensez, en fait, au bout du raisonnement, avec toutes les connaissances que vous avez de la situation aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est inéluctable? C'est fort probable. Inéluctable, non. Poutine le pire n'est jamais certain. Le pire n'est jamais certain. Et Poutine peut être renversé. Mais le pire ne manque jamais d'imagination, notamment, effectivement, qu'il soit renversé. Merci beaucoup, Galia Ackerman. J'en profite avant de quitter pour faire la publicité pour un journal qui vient d'Éléments, qui sort et qui, avec une interview assez décoiffante de Gérard Depardieu, un portrait formidable de l'acteur français qui est un monstre, et des déclarations sur la Russie qui vous ferait dresser les cheveux sur la tête, Galia Ackerman. Il parle des va-t-en-guerre. Vous en êtes. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur Télé Sud.